Donc, je vais me représenter moi. Je vais me représenter moi. Est-ce que c'est... Non, c'est moi qui t'accueille, donc ça doit te présenter en première, je crois. C'est les règles de politesse. Ah bon? Non? Je Ah sais ouais? pas. Si tu veux, peu importe, comme tu veux. D'accord. Bon, bah alors, on est à la maison, donc on est chez moi. On est pour le live, pour le premier live depuis la sortie du livre C'est un divorce, pas un cancer, qui est juste derrière, là. Vous voyez, tac. Je vais vous en prendre un autre exemplaire de plus près. Ah, Marchanda. Le premier live depuis la sortie du livre. Donc il y a le deuxième, il y a le premier livre qui est juste à côté. Vous voyez, j'ai oublié le nom de mon livre. Mon Kabbalah ou les Confessions des musulmans du siècle, qui est juste là, tac, et qui sera bientôt, que je vais bientôt, voilà, que je vais bientôt rééditer parce qu'il y en a plus du tout. Et Ah, alhamdoulilah, il est encore de réimpression. Et le deuxième donc, juste là. Celui-là que certaines ont déjà reçu. Je suis super contente parce que elles les ont su cette semaine et c'est j'ai le eu premier, plein, c'est le plein, premier plein. Erika, celui-là. Comment? T'as dit quoi? J'ai dit, c'est le premier que t'as montré, tu parlais du deuxième. Ah mince, désolée. Et du coup là le deuxième qui merci qui est arrivé cette semaine dans les boîtes aux lettres de toutes celles qu'il avait achetées depuis le départ et qui m'ont fait confiance, ça me fait super plaisir sans l'avoir lu et vous l'avez pris en prévente. Donc franchement pour celle-ci merci beaucoup, ça me touche énormément et donc du coup les ventes ont bien décollé, je suis super contente et surtout je suis encore Ça plus fait plaisir. contente des premiers retours que j'ai eu par message, par MP, etc., etc. Vraiment c'est hyper motivant mais grave et ça montre vraiment qu'il y a une évolution et qu'on est sur, je trouve, les bons rails pour faire quelque chose de bien à l'avenir pour nous les femmes en tout cas, pour évoluer psychologiquement, socialement et sociétalement Inch'Allah. aussi. Inch'Allah ta'ala. Hmm. Voilà, voilà. Donc voilà, donc vous me connaissez, je pense. Donc j'ai créé la maison d'édition Les Chrysalides il y a 5 ans, j'ai sorti mon premier livre, après le deuxième. Depuis, j'ai fait des ateliers pour les sœurs qui voulaient se marier, puis pour les filles qui divorçaient. Des ateliers qui marchent bien, que je vais reprendre là bientôt, Inch'Allah, à la rentrée. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre bah, on répondra à son lettre au fur et à mesure du live. Je vais la prendre, c'est rien, Cyril. Et je te laisse parler, c'est Émilie en attendant. Tiens, ma chérie. Oui. Alors, bon, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émilie Antoine. Vous pouvez me retrouver sur Insta, Émilie, slash du bas, Antoine, slash du bas. Donc, je suis psychologue, je travaille en ligne et je propose aussi des formations numériques. Et en ce moment, d'ailleurs, c'est le dernier jour pour s'inscrire. Ah, machallah, tant pis vous. C'est la Je dernière. propose un bootcamp de semaine qui s'appelle Exit les pensées négatives, les croyances limitantes pour accéder à l'épanouissement, se connaître. Et du coup, là, c'est le dernier jour aujourd'hui pour s'inscrire. Il y a toutes les infos dans ma bio. Et j'ai eu l'honneur de préfacer l'ouvrage de Erika que j'ai lu dès qu'elle me l'a envoyé, je crois que je l'ai lu je l'ai lu super rapidement. J'aurais pu dire, ça s'est fait en moins d'une semaine, bon, sachant que je suis hyper occupée. Donc, pour moi, lire un livre en moins d'une semaine, c'est vraiment le livre, le kiff, quoi. Et la préface, ce printemps-là, je l'ai écrit, je crois, en même pas 2 heures, tellement le bouquin, j'ai trouvé exceptionnel. C'est vraiment, c'est plus qu'un livre, en fait. C'est hyper inspirant. C'est, comme je le dis dans la préface, c'est pas du tout un plaidoyer pour le divorce, bien au contraire, parce que je pense que peut-être ça fait bizarre quand on voit que c'est un divorce par un cancer, on pourrait se dire, tiens, on est en train de faire l'apologie du divorce, alors que pas du tout. C'est l'apologie, entre guillemets, de l'amour, de la famille. C'est vraiment un bouquin que je recommande, au-delà d'envoyer un message qui est super positif. Il est, machallah, très très bien écrit. Merci beaucoup, Émilie. Oh, tiens, ça a coupé. T'es là? Ouais, je suis Ah, toujours là. d'accord. Ok, parce que t'as arrêté de façon brute, j'ai cru que ça avait coupé. Et ben, je sais même pas comment rebondir après ça. C'est super gentil. Et il a été écrit vraiment avec le cœur. Il a été écrit, surtout écrit avec des tripes. Il m'a demandé beaucoup de. Je pense que ça se ressent, beaucoup de. Il a été Tu as difficile. donné de ta personne, Voilà, hein. c'est ça. Parce Ça que sent, ça sent dans le j'ai, bouquin que tu as donné de j'ai ta beaucoup personne. réfléchi avant de mettre certaines choses et je me suis dit. En fait, je me suis dit vraiment. En fait, je l'ai écrit 3 fois, en fait. Je l'ai réécrit presque 3 fois entièrement. Parce que je me disais. Ah oui, c'est pas Je mal. te jure. Parce que je me disais, c'est pas sincère que. euh, j'ai rencontré tellement de filles entre le premier livre et celui-ci, surtout pendant les ateliers du divorce, qui m'ont tellement parlé mais vraiment de choses tellement profondes, de blessures tellement profondes des mots qu'elles avaient que je me suis dit, mais ces femmes-là, admirables, elles se confient à moi et moi, je donne rien de moi. Voilà, enfin, je me suis un Ah, peu je dit ça. comprends. Et du coup, je me suis dit, il faut que je donne Hmm. forcément un petit peu au moins, pour prouver ma sincérité. Pas parce que c'est donnant-donnant, mais parce que, pour montrer que, pour leur dire que moi aussi, je comprends ce que vous vivez. Et en plus,
moi aussi je vous donne un peu de moi comme vous me donnez beaucoup, comme vous me donnez énormément de vous. Voilà, donc je me suis permise de donner un peu de mon intimité, ce que je déteste faire, mais pour moi c'était à bon escient, enfin c'était pour la bonne cause. Et franchement, maintenant que je vois les retours, eh ben je regrette absolument pas, vraiment pas, parce que c'est pour moi c'est un effort de guerre quoi. Comme on dit, c'est un effort. Pour moi je vois ça comme un Ah effort ouais, de non, mais je guerre. comprends. Ouais. Voilà, c'est un petit sacrifice Ouais. pour moi. Donc voilà, Non, mais non, mais c'est vrai que pour te connaître un petit peu, Machallah, t'es une femme hyper pudique, qui parle pas du tout enfin, voilà, de ses périples, etc. Et moi-même, enfin, je connaissais un petit peu, mais je savais pas tout ça, et de voir que tu as fait entre guillemets le sacrifice. Pour moi, tu as fait quelque part un petit peu le sacrifice de ton intimité pour pouvoir que ça profite en fait, entre exactement. guillemets, envoyer un message d'espoir, de positivité, etc. Enfin, voilà, comme je sais plus si je l'ai écrit dans la préface ou je t'avais dit à toi, mais souvent je t'ai cité sans citer, c'est-à-dire que voilà, quand j'accompagne des femmes, etc., et qu'elles passent une situation de divorce, et ben ça m'est arrivé souvent de dire voilà, je connais une femme, elle a divorcé, elle avait 5 enfants sous le bras, je crois à l'époque, ou 6. 6, ouais, 6. 6, machin là, t'avais 6, voilà, entre guillemets, franchement, machin là, t'avais la bonne opinion d'un homme, t'étais en mode, voilà, tu voulais te remarier, tu faisais ton chemin et tout, et t'avais pas ces trucs de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Bon, après, j'ai compris que ça a été tout un chemin pour toi dans le bouquin, que voilà, c'était des idées que tu avais élaborées avec les expériences, etc., machin là. Mhm. Mais voilà, je me suis dit, ouais, souvent, je t'ai cité voilà, comme message d'espoir pour dire, comme tu dis, le divorce, c'est pas un cancer. On peut guérir d'un cancer, mais le divorce, c'est pas un cancer. En fait, moi-même, bon, je suis passée par là, je sais ce que c'est, j'ai l'habitude d'accompagner les femmes, on va dire en tant que psychologue, mais en tant que femme, je sais ce que c'est aussi. Et voilà, il ne faut pas se dire que c'est clair, c'est une épreuve, mais il faut, comment dirais-je, il y a un lendemain en fait. Exactement, il y a un lendemain. C'est le message qu'on veut passer. Et j'ai choisi, Émilie, toujours nous, nos vies, elles sont rocambolesques. Ça veut dire que moi, le livre était parti pour l'impression. Hein. Il était parti pour l'impression. Et la seule personne que je voulais. En fait, il y avait deux personnes dont je voulais qu'elles écrivent la préface. C'est très simple, deux personnes seulement. C'était soit mon mari, ou soit Émilie. Et comme le premier n'était pas très à l'aise pour écrire, pour écrire une préface, deuxième, Émilie, je n'osais pas lui demander, en fait. Je savais qu'elle était hyper... Parce qu'en fait, Émilie, pour tout vous dire, pour petite info entre nous, c'est que moi, je rêve, et je pense que c'est partagé, on a déjà parlé, d'écrire un livre avec Émilie. Je pense que c'est un truc qui serait juste fantastique et trop marrant, et voilà, bref, on en a déjà parlé, je rêve d'écrire avec elle. Je m'étais dit, bon, je me garde mon truc sous le bras de livre avec elle, je ne vais pas la saouler tout de suite avec une préface. Donc, j'osais pas. Et finalement, c'est Manu qui, le soir même où j'ai envoyé mon BAT à l'imprimeur, qui me dit, mais comment ça se fait que c'est pas Émilie qui a écrit la préface? J'ai dit, mais je voulais lui demander, mais elle est trop occupée, je peux pas la déranger. Elle me dit, non, mais t'es folle ou quoi? Tu lui demandes, et si elle peut pas, elle peut pas. Si elle peut, bah, alhamdoulilah. Donc, j'envoie un message à Émilie et je lui demande, elle me dit, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai appelé l'imprimeur qui a retardé le livre d'une semaine. Du coup, d'une semaine, je lui ai dit, écoutez, j'ai une urgence, il faut attendre un petit peu. Et du coup, j'ai attendu que Émilie finisse de lire et qu'elle fasse la préface avant de la rajouter au dernier moment. Voilà comment elle est arrivée. Et, attends, Émilie, tu connais pas la fin de l'histoire, c'est que je reçois le BAT. Ah oui, oui, je reçois le BAT final que je valide pour partir à l'impression. Donc, une semaine et quelques après. Et quand... Et je suis en train de le parcourir pour chercher ce que j'allais mettre comme extrait le soir. Et je vois qu'en fait, il n'y a pas ton nom à la fin de la préface. Je me dis, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas le nom d'Émilie. Je rappelle l'imprimeur en Roumanie. Hein. Le sous-traitant en Roumanie. Je me débrouille en anglais parce que je parle pas, j'ai pas de vocabulaire de l'impression, tu vois, je connais pas trop les mots voilà, dans ce domaine-là. Donc j'essaie de expliquer, oui, mais non, il faut absolument que le nom de la personne qui m'a écrit, page 5, il apparaisse en bas, elle s'appelle comme ci, comme ci, comme ça. En même temps, je lui envoie un mail. Il faut absolument. Le mec, il est parti au mec des machines, il a dit d'arrêter l'impression, de rajouter le nom à telle page. Ah, c'était un film. Pour que ton nom, il apparaisse en bas de la page, tu sais. Et voilà, alhamdoulilah, comment ça s'est fait. Donc voilà. Ah ouais, comme tu dis, c'est en
rocambolesque. Rocambolesque. Du coup, pendant qu'on raconte notre vie, vous pouvez nous laisser vous poser des questions. Je rappelle, pendant que vous laissez vos questions, que Émilie donc finit les inscriptions pour son bootcamp et vous comprendrez pourquoi moi, à chaque fois, je la recommande, elle, pas parce que je la connais. Et d'ailleurs, si la connaître, c'est pas, ça veut pas dire qu'elle n'est pas capable dans ce qu'elle fait. Au contraire, je pourrais même me dire, sans toute modestie, que si je l'ai choisie comme amie, c'est parce que, elle, justement, en tant que humainement, elle en vaut la peine et encore plus en tant que psychologue. Et qu'avec elle, j'en parle dans le livre, j'ai vraiment. Pourtant, j'ai pas fait un suivi très assidu et très long, mais qui a été extrêmement efficace pour moi. Parce qu'à chaque fois, il était efficace, il allait droit au but et il répondait tout de suite à mes besoins et à mes questionnements, en fait. Et pas seulement pour moi, comme je l'ai mis dans le livre, mais aussi par rapport à mes enfants. Par rapport à notre construction, par rapport à notre projection dans l'avenir, etc., etc. Et c'est une chose qui se démocratise, c'est vrai, mais encore aujourd'hui, je vois des filles qui sont assez frileuses alors qu'il n'y a rien de mal, hein, c'est pas l'hôpital psychiatrique, c'est trouver des solutions à des fois des fonctionnements qu'on ne connaît pas chez nous et c'est important de le faire. Voilà pourquoi je recommande tout le temps Émilie et aussi parce que, comme elle l'a dit, dites-moi si je parle trop vite, parce qu'elle est passée par là. Non, ça va. Et c'est pour ça que c'est hyper important, parce qu'il y a plein de thérapeutes aujourd'hui. Malheureusement, je pense qu'il y a des sujets pour lesquels il faut avoir une expérience de vie pour ça, pour pouvoir mieux appréhender la question et surtout mieux comprendre la personne à qui qu'on a en face d'elle. Comprendre ses craintes, ses peurs, ses doutes, ses moments de stress, même ses moments de temps mort, parce qu'il y a des moments comme ça, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à avancer. Il n'y a qu'une personne qui est passée par là qui peut comprendre ça. Et des fois, quand un thérapeute qui ne sait pas ce que c'est, il va être, il va pas comprendre pourquoi tout d'un coup on est un peu en retrait, pourquoi on attend, pourquoi on n'avance pas, etc., etc. Donc voilà pourquoi je la recommande. Du coup, on va relire les questions. Vas-y, je te laisse parler, Émilie. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, pardon, sur les différents temps en fait du deuil entre guillemets suite à un divorce. Et ce qui est bien, c'est que tu donnes beaucoup d'éléments dans le bouquin par rapport à ça. Ouais. Les phases comme ça d'espoir, entre guillemets de désespoir. Tu n'as pas peur de dire tu pleures dans ton oreiller, pas tous des trucs qui sont trop pas. C'est pas que c'est pas politiquement correct, mais les gens ont honte en fait de reconnaître ce que eux pensent sont des faiblesses, mais en fait c'est juste un moment de vulnérabilité dans sa vie qui se justifie complètement. Et d'ailleurs, on se disait, on va je sais plus, je crois dans la story et tout, on va donner quelques clés par rapport au divorce et tout, et quand j'ai annoncé le live sur ma newsletter, je disais que voilà, on allait discuter de ça et tout, et que même quand on n'est pas concerné par le divorce, c'est utile d'écouter le live parce que ça nous aidera à nous positionner par rapport aux personnes qui nous entourent et qui passent par le divorce, et on ne sait pas comment les aider en fait. Et du coup, je voulais, de toute façon, on en avait déjà parlé avant, c'est important comment on positionne quand on ne vit pas le divorce, c'est qu'on veut accompagner nos proches par rapport à ça. Et tout simplement, en fait, c'est d'écouter, de pas être dans le jugement, de pas projeter en fait ce que nous on pense qu'il est bien. Est-ce que nous on pense qu'il faut retourner ensemble? Est-ce que nous on pense aux enfants? Tu vois, pas projeter en fait toutes les peurs qu'on a, les insécurités et tout. Vraiment, essayer de se mettre à la place de l'autre vraiment et de la laisser vivre son deuil, hein, parce que bon, c'est clair que il y a un commentaire là, je sais pas si tu as vu. Pauline qui dit est-ce qu'un divorce nécessite un suivi psychologique? Non, pas forcément, hein, mais c'est vrai que c'est un suivi psychologique, c'est-à-dire c'est pas parce que vous allez faire comme ça une ou deux séances, parce que des fois ça tient pas énormément. Moi j'aime pas dire on règle les choses en deux séances, hein, parce que c'est un truc qui est impossible à prévoir à l'avance. Mais des fois pour faire le point, en fait, comme tu disais, tu vois, des fois tu as des moments comme ça où tu as pu en parler mais rien. Tu as d'autres moments où tu as besoin de mettre les choses en perspective, parce que si tu as vécu avec un profil particulier qui, excuse-moi du terme, t'as un petit peu retourné le cerveau, tu as besoin de reprendre le cours de tes idées à toi, en fait, tu vois, de réintégrer ton propre discours, ton propre vécu. Et c'est là que parler à un professionnel, bon, tu peux avoir une amie qui fait le taf, voilà, si elle arrive à prendre de la distance et tout, mais parler avec un professionnel, ça permet aussi, de remettre chaque chose dans sa boîte, si je peux dire ça comme ça, et puis pour avancer de l'avant et pour reconnecter à soi-même. Complètement. Vous avez tout compris là, je pense. Hein. C'est très clair. C'est du Émilie. C'est très très clair. Je te soumets une autre question, Émilie. Que Aïcha Ladej, je passe le salam à tous celles qui sont arrivés entre temps. Merci Malika pour ton commentaire, vraiment pour ton avis sur le livre, ça m'a beaucoup touchée. Aïcha, je suis pressée d'avoir ton retour, tu as dit que tu l'as lu d'une traite et je suis pressée d'avoir ton avis plus poussé. En plus, tu as une vraie lectrice, donc j'ai vraiment envie de savoir ce que tu en as pensé.
Ensuite, bah, Aïcha, tu poses comme question, comment as-tu fait pour... Ah, c'est à moi que tu la poses ou à Émilie ou à nous deux d'ailleurs, puisque toutes les deux on a vécu ça. Comment as-tu fait pour lutter contre la culpabilité dans l'échec? Émilie, je te laisse introduire. Bah, on va dire en tant que psy, je dirais on va pas se positionner tous de la même manière par rapport à ça. C'est-à-dire que comme on a été structuré, comme on a été éduqué par rapport à le regard des autres, par rapport au conformisme, par rapport enfin voilà, l'estime de soi, etc., on va pas donner tous le même crédit À l'échec? à cette culpabilité dans D'accord. l'échec, on va dire, tu vois comment socialement en fait c'est vu. Après moi, comment dirais-je, de mon expérience personnelle, la culpabilité dans l'échec. Est-ce que je me sentais coupable? Est-ce que je considérais ça comme un échec? Je me souviens pas. Bon, après, j'ai deux expériences qui ont été vraiment différentes. Euh, En fait, dire que je me sens coupable, ça veut dire que je prends la responsabilité. Si vous voulez, la fin d'un mariage, c'est la responsabilité des deux personnes. C'est-à-dire que quand on dit la culpabilité dans l'échec, est-ce que c'est pas une manière de dire ouais, c'est plus de ma faute que Que de la de faute l'autre. de l'autre? Est-ce que Intéressant. c'est Ouais. ouais, et est-ce que c'est une question de faute en fait? Ou est-ce qu'il s'agit de mettre la faute sur quelqu'un et ça n'a pas marché, on n'était pas compatibles et du coup on passait à autre chose quoi. Enfin, je refiltrais vraiment un Ah peu, ouais. mais vraiment je pense que c'est de plutôt de se dire ok, en fait, on n'était pas compatibles, ça pouvait pas aller, plutôt que de dire, ok, c'est un échec. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, le mariage, c'est pas le but de toute une vie. En fait, c'est bon, c'est clair, on se marie pas pour divorcer, on est d'accord. Et alors, après, l'échec, pourquoi je parlais de la vision sociale? Parce que l'échec, souvent, bah, c'est l'échec aux yeux des autres, en fait. Il y a l'échec qu'on vit entre nous et nous-mêmes, et il y a l'échec, comment dirais-je, qui est vu socialement, la famille, etc., qui est aussi difficile à vivre. Bon, après, comme je disais tout à l'heure, ça va dépendre après de comment on se positionne vis-à-vis, entre guillemets, des autres. Bon, moi, personnellement, je dirais que j'ai pas trop été éduquée dans le regard des autres, etc., donc ça m'a pas... Franchement, voilà, ça m'a pas. C'est pas un truc qui m'a tourné-poulet plus que ça en fait. Le regard qu'on allait poser sur mes divorces, franchement, j'avais autre chose à penser quoi. Hmm. C'est la Moi, je posais une question. question de psy. Je lui ai demandé pourquoi cette culpabilité-là. Pas dans le sens d'où elle provient, mais dans le sens pourquoi elle ressort. C'est-à-dire, souvent, et c'est ce que je dis dans le livre, la culpabilité, pourquoi elle vient? Parce qu'on a quelqu'un, entre guillemets, je cite l'ex, qui dit c'est ta faute si, c'est parce que t'as Oui. pas assuré, c'est parce que tu n'étais pas assez, parce que c'est parce que tu es trop, etc., etc. Elle vient là, la culpabilité, en général. Et, et Ah, ça y est. tu vois ce que je veux dire? Oui. Et du coup, c'est pour ça que c'est ça qui ressort tout de suite. Parce que généralement, dans Ah. 99% des cas, il met le doigt sur ça pour nous faire culpabiliser, pour etc. etc. Et parce que lui, c'est parce que lui-même se sent coupable. Donc c'est, comme tu disais, Émilie, il faut tellement trouver un coupable à la situation alors que c'est pas nécessaire d'en trouver un. Et bah, puisque je veux pas que ce soit moi, bah, ce sera toi, tout simplement. Donc c'est simple en fait, Aïcha, il faut juste te dire, euh, qui t'a fait te sentir coupable comme ça? Pose-toi cette question-là. Et après, je pense que tu arriveras plus facilement à l'enlever cette culpabilité-là. Ouais, et peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire, si tu Mhm. veux bien, Erika, c'est peut-être qui peut être un bon rempart contre la culpabilité, c'est quand tu te connais en fait, quand tu te connais bien et tu sais ce que tu as fait vraiment, tu sais où sont tes qualités, où sont tes défauts, ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait vraiment en fait, tu sais quand tu restes à ta vérité en fait, c'est-à-dire que quand l'autre, entre guillemets, essaie de te coller un truc sur le dos, mais toi tu sais que tu as fait de ton mieux, toi tu sais que tu vois, tu as été au max et tout, et tu es au clair avec toi-même et tu te connais et tu vois, tu laisses pas passer la vérité de l'autre au-dessus de ta tête, je peux dire ça comme ça, je Mhm. pense que ça peut être aussi un bon rempart contre la culpabilité. Alors, je vais te parler de quelqu'un avec qui j'ai discuté depuis 2 semaines, une sœur avec qui je discute depuis 2 semaines, qui est en plein dedans et qui est dans juste, tu sais, vraiment, le plat, il est encore chaud. Hein. Et elle vit ça, c'est-à-dire que l'ex-mari, enfin, c'est encore son mari, puisqu'ils sont encore en période de Haïda, mais qui lui rejette des, des, des souvenirs vraiment, alors imagés, je sais pas, d'après elle, encore une fois, je la cite, hein, mais tellement, elle me dit, je suis sûre que c'est faux, ce dont il me rend coupable, mais il me le répète tellement tout le temps que je me demande si c'est pas vrai. Tu vois, c'est cette espèce ça part dans l'harcèlement, tu vois. Et je trouve que ça revient souvent, ça. Ça revient très très souvent. Tellement des choses. Enfin, qu'en fait, en gros, ma question, c'est comment faire pour arriver à ne pas douter, tu vois, de ça, de te dire, voilà, moi Ah, j'ai fait les choses correctement, déjà, sans tomber non plus dans le déjà quelqu'un narcissisme, hein, à se dire, non, ouais, moi je suis parfaite, oui, oui. tu vois, voilà. Ouais. Bah déjà, quelqu'un qui te répète tout le temps ça, c'est quelqu'un certainement qui essaie, au-delà de te convaincre toi, de se convaincre lui. Tu vois, Oui. déjà, on peut se demander pourquoi il n'arrête pas de le répéter. Et encore une fois, je pense que quand tu te connais, quand tu sais ce que tu as fait, mais je dis ça, je sais qu'il y a certains profils qui sont très coréens, c'est-à-dire qu'ils vont tellement te répéter le truc que même toi, vous notez. Donc,
comme ça, Oui. tu vois, ce qu'on ressent, ce qu'on a, ce dont on se rappelle pour pouvoir, tu sais, rester accroché à soi, si je peux dire ça comme Oui, ça. oui. Enfin, moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai vécu ça comme ça pour la première fois. Tu as besoin d'écrire pour savoir c'est quoi la vérité en soi. Tu vois, comment ça, tu as vraiment vécu les choses factuellement parlant, Ouais, ouais. quoi. Et du coup, je pense que, voilà, prendre de la... En fait, c'est vraiment de s'accrocher à soi, si je peux dire ça comme ça, je pense. D'accord, s'accrocher à soi. Voilà. Ok, je vais essayer de regarder une autre question. Consulter un thérapeute n'est pas signé de faiblesse, pardon. Au contraire, c'est savoir reconnaître que l'on a besoin d'extérioriser en face de quelqu'un de compétent et de complètement objectif. Je suis assez d'accord. Alors, Jihen qui dit... Excuse-moi, vas-y. Mais juste, Erika, si tu me permets de rebondir sur ce commentaire, c'est que, vous savez, je pense que dire que consulter un thérapeute, c'est un signe de faiblesse, j'ai réclamé ça, c'est une marque d'ego mal placée, si je peux dire ça comme ça, parce que, enfin, tu vois, souvent, ça me fait penser à un truc, j'ai envoyé un mail aujourd'hui où je racontais un petit peu, voilà, mon expérience par rapport au divorce, et j'ai reçu des mails qui me disaient, ouais, t'es super courageuse, genre t'es une femme forte, etc. et tout. Mais en fait, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec le fait d'être faible ou le fait d'être fort. C'est d'être attaché à ce qui est bon et de s'éloigner de ce qui est mauvais. Oui, tu vois ce que je veux dire? De faire les choses en fait en mode, ça y est, c'est fini. Ben, c'est quoi la suite en fait? C'est quoi la tu vois, suite? Ouais. sans essayer de chercher à juger, à mettre un mot de jugement sur tout en fait. Mais juste, voilà, c'est pour ça. Et en fait, voilà, consulter un thérapeute, ben, c'est ni être fort, ni être faible, c'est qu'à un moment donné, tu as un besoin, et de manière pragmatique, bah, tu tournes sur quelqu'un qui va t'aider dans ton besoin, et bah, ça, en fait. C'est ça. Comme si tu as mal aux dents, tu vas voir un dentiste. C'est voilà. ça. Pour avoir des conseils sur... Quand c'est de l'acné, tu vas voir un dermato parce qu'il donnera des conseils pour réussir à la faire partir parce que tu n'arrives pas à faire partir tes boutons toute seule. Pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est juste ça. Voilà. Merci d'aborder ce sujet. J'ai divorcé il y a 11 ans et à l'époque, j'ai été rejetée par la communauté, je suppose communauté musulmane. Mes amis occidentaux m'ont soutenue heureusement. Ça, c'est Jihan. Ouais, Jihan, je connais. Je connais. Alors là, est-ce qu'on parle du côté culturel maintenant? Je suppose que c'est le moment. Hein. Vas-y, si tu veux. Voilà. Bah, alors, aucune de nous deux, pour le coup, est issue de la communauté maghrébine, du coup, parce que voilà. Mais c'est vrai que moi, je l'ai senti dans la commune. Moi, j'étais rejetée par un groupe de personnes qui étaient mes amis, qui étaient le seul groupe que je connaissais à l'époque. Donc, j'ai vécu ça ouais, assez violemment. Mais heureusement, comme toi, moi, j'avais ma famille qui, pour le coup, comme je dis dans le livre, elle m'a grave soutenue et normal, quoi. Enfin, voilà, comme dit Émilie, en gros, bon, c'est fini, voilà, on passe à autre chose, on s'occupe de reconstruire les choses, de faire en sorte que les enfants supportent ça du mieux possible. Et voilà. Mais pendant longtemps, j'étais marquée au fer rouge, et même encore aujourd'hui, je pense. Hein. Et en fait, pas parmi mes nouveaux amis, parce qu'en fait, du coup, j'ai pu laisser de personnes pas malveillantes, parce qu'elles soient malveillantes, mais je pense qu'elles aussi, elles ont comme ça, des carcans, des carcans sociaux, donc je leur en veux même pas, mais elles se rendent même pas compte du mal que ça peut faire. Et alhamdoulilah, je pense qu'elles ont honte aujourd'hui de leur comportement. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à mieux m'entourer, mais je sais que oui, beaucoup de gens vivent ça, et pire encore, le vivent dans leur famille. Donc, c'est un cauchemar. Moi, la fille qui était venue, j'en parle dans le livre de cette fille-là qui était venue me voir en me disant, mais ma mère dit, quand les amis viennent et qu'ils me voyaient chez elle depuis si longtemps, elle dit, oui, son mari travaille à l'étranger, il n'est pas souvent là, donc je la garde à la maison. Donc, quand même ta mère n'assume pas ton divorce, alors que on n'a pas dit que tu avais un sida, voilà, pour le coup, c'est dans le chapitre sur le sida dont j'en parle. C'est incroyable, c'est incroyable. Juste d'un divorce, on fait de toi une pestiférée, quoi. C'est incroyable. Alors, il y a d'autres communautés, on va dire, dans lesquelles le divorce est mal vu. Ouais. Et on m'a expliqué aussi dans une certaine communauté que quand il y a un divorce, on estime que forcément c'est la faute de la femme. En fait, c'est la femme qui a fait quelque chose de mal parce que l'homme, il est entre guillemets dans cette culture-là, il est connu pour patienter, etc. et tout. Et s'il a craqué, c'est que elle. Forcément, c'est elle qui n'a pas assuré. Ouais. Voilà. Alors que là, dans le cas, voilà, de la sœur qui m'expliquait ça. Voilà comment ça se passait dans sa culture, et ben elle, c'est son mari qui avait décidé de divorcer en fait. Et elle voulait rester mariée et tout, elle voulait se battre et lui ne voulait pas. Et du coup, non seulement elle doit gérer le deuil de son mariage, mais en plus elle doit gérer, tu sais, le regard qu'on pose sur elle. En fait, elle se prend des remarques, qu'est-ce qu'elle a fait. Enfin, tu vois, vraiment, c'est double peine pour elle, si je peux dire ça comme ça. Mais après, faut pas croire, hein, tu sais.
Chez les Français, voilà, moi je vais parler je vais prêcher dans ma paroisse, comme on dit. Moi, je sais que moi, mes parents, ils ont divorcé dans les années 90 et c'était mal vu aussi hein, du côté de la famille de ma mère. Bon, entre-temps, voilà, ça a changé parce que c'était il y a 30 piges, quoi. Mais à l'époque, ça piquait un peu le divorce, hein, faut pas croire. Hein. Ma mère, elle était, à cause de ça, elle était pas bien vue non plus. Hein. D'accord, quand même. Moi aussi, je sais pas comment... Il faudrait que je demande à ma mère comment elle l'a vécu, parce qu'eux aussi ont divorcé j'ai quel âge? 38 ans? Oh, il y a 20 ans. Ouais, il y a 21, 22 ans. Je sais pas ma mère comment... Après nous, je sais pas. Faudrait que je me... Tu sais, c'est une question que j'ai creusée, j'ai discuté avec ma mère et ma grand-mère. Par contre, je sais que ma grand-mère, quand elle a divorcé, elle, c'était très belle. C'était, vous imaginez, il y a 50 ans en arrière, enfin 60 ans en arrière, c'était chaud, quoi. En plus, au Cameroun, mais grave. Ouais, laisse tomber. Ok. Ensuite, il y a, est-ce que le livre est aussi utile aux enfants de parents divorcés? Aux enfants de parents divorcés. Genre, alors, enfants de notre âge, Gesmo 54, est-ce que c'est aux enfants de notre âge ou les enfants des adolescents? Si tu veux juste préciser ta question pour qu'on puisse y répondre. Sinon, si tu as un élément de réponse, je te laisse en toute objectivité, Émilie. Je pense que pour être ton livre, il est plus adapté à des adultes ou des fins adolescents. Hein. Avant, sauf si vous êtes face à un ado qui est hyper mature, enfant oublié, ado mature, fin d'adolescence, entrée dans l'âge adulte, oui. Mais je pense que Jessica, elle parlait peut-être d'elle en tant qu'enfant ouais. de parents divorcés, peut-être pour comprendre ce par quoi ses parents étaient passés. Alors, je sais pas du tout. Je sais pas si ça peut répondre à tes questionnements. J'en sais rien. Je pense pas. Je pense que ça s'adresse plus aux femmes et aux hommes qui passent par le divorce. Je pense pas que c'est vraiment les enfants. Après, je donne des clés pour après, mais pas pour le pendant. Mais franchement, Erika, sincèrement, je pense que c'est un livre, j'avais dit, pas pour présenter d'utilité publique, mais c'est-à-dire que je pense que même si on n'est pas concerné par le divorce directement, pour comprendre par quoi les gens passent, franchement, par empathie, par citoyenneté, j'ai envie de te dire que c'est un livre. Citoyenneté. Je vais me faire rembourser payer par Macron, tu sais, la prochaine édition. Par la CAF. Voilà, par la CAF. Dilect, c'est pas grave, je t'en veux pas. J'ai vu tes emojis, c'est pas grave. Ensuite, Hanan a dit la culpabilité vient aussi de. Attends, alors j'ai le bébé dans le bras gauche, donc je vais me servir que de ma main droite. La culpabilité vient aussi de l'éducation. C'est ce qu'on a dit, exactement. Exactement, Jinan. Asna, peut-être que le positionnement de la culpabilité varie aussi de la structure familiale, avec ou sans enfant. Ah oui, tu mets le doigt sur un truc hyper important, ouais. Ça, c'est sûr que. Je sais pas pour toi, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup vu. Après aussi, je vais faire en 2 points. Premier point, c'est vrai qu'on se sent, j'aime pas le mot facile parce que c'est jamais facile, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une culpabilité qui est déplacée sur les enfants parce qu'on se dit, et ça c'est ce qui revient tout le temps, on leur casse leur famille et c'est ce qui souvent est aussi le frein au divorce. Souvent les femmes elles disent oui je ne divorce pas parce que il y a mes enfants, il faut qu'ils aient leur père. Comme si en fait divorcer ça voulait dire qu'il y en a un qui mourrait quoi. Un des parents qui mourrait. Deuxièmement, je dis souvent, les filles, est-ce que vous ne cachez pas derrière les enfants? Parce que beaucoup de femmes se cachent derrière ça. Le fait que de dire, en fait, elles ont une sorte de, entre guillemets, et je mets des gros guillemets, faiblesse, parce qu'elles-mêmes, elles pensent que c'est une faiblesse de vouloir divorcer. Donc elles se disent, je vais me cacher derrière les enfants en disant, je reste avec lui pour les enfants. Parce qu'elles n'assument pas de dire, excuse-moi, je vais être très vulgaire, mon mari c'est un salaud, mais je l'aime quand même comme il est et je veux rester avec lui à tout prix. Je ne sais pas si vous me suivez, je pense que vous me suivez pour les mères de famille. Oui, tout à fait. Donc les enfants, ils ont bon dos les enfants, je trouve. Et franchement, si je peux me permettre, il y a encore un autre motif où je pense des fois on se cache derrière les enfants, c'est la peur au niveau matériel en fait. Tu complètement, t'as vu, j'en parle. Qui subvient aux besoins et tout. Ouais, on se dit, voilà, je me rappelle une fois d'une sœur qui, je lui ai dit, c'était horrible en fait sa réponse, je lui ai dit, mais pourquoi tu veux rester avec ton mari? Elle m'a dit, mais quand même, c'est lui qui fait les courses. Excusez-moi. Franchement, je préfère rigoler parce que c'est tellement triste. C'est vraiment triste. C'est tellement triste en fait. Mais c'est une phrase, tu sais que je pourrais l'entendre, on serait en Inde, dans un pays où il n'y a pas d'aide sociale, ou en Afrique où il n'y a pas... Tu vois, ça, je pourrais l'entendre cette phrase-là. Pas ici. Pas ici en France, non. Pas ici. Ouais, c'est ça. Ensuite, Leïla, comment surmonter des moments de nostalgie ou des moments de faiblesse qui peuvent nous pousser à retourner vers un mari ou de lui renvoyer des messages alors que c'est clairement mort?
Droit au but, Leïla. Émilie, je te laisse répondre. Déjà, il faut savoir. En fait, tout à l'heure, je parlais d'écrire. Je pense que c'est important aussi d'écrire, enfin, entre guillemets, d'écrire son histoire. C'est-à-dire que les raisons qui ont fait qu'à un moment donné, vous avez voulu divorcer ou votre mari vous a divorcé, notez-les, en fait, pour que ça vous reste bien Bien dans dans la la tête. tête. Et ouais, Sur le voilà, frigo. Tu sais qu'elle aimait sur les frigos, dans le exactement. miroir, sur la C'est coiffeuse. ça. Et alors, d'une part, de vous souvenir qu'est-ce qui vous a mené là, et d'autre part, réellement visualiser les conséquences de cet appel ou de ce message, en termes d'estime de soi et en termes Surtout. de problèmes. Surtout. Et moi, même limite, je vous dis, des fois, comme on dit, comme je l'ai vu dans le livre, des fois, on oublie toutes les vacheries qu'on a subies, etc. Bizarrement, il y a, je sais pas, on devient amnésique de toutes les horreurs qu'on a subies. C'est bien de les écrire et de se les remettre, vous savez, à portée pour les relire régulièrement. Parce que là, tout d'un coup, bizarrement, la rage, elle revient et on n'a plus du tout envie de l'appeler, si ce n'est pour l'insulter. Donc oui, c'est important d'écrire et de ne pas oublier. Parce que oui, comme je l'ai dit, il y a le syndrome de quand il est parti, on se rappelle que les bons moments. Oh, regarde sa brosse à dents et son petit fil dentaire qu'il aimait passer tous les soirs après dîner, tu sais. Non, mais c'était hyper marrant quand on a parlé dans le bouquin en plus. Mais tu sais, au-delà de ça, je pense qu'en fait, quand tu souffres, en fait, ton cerveau il est tellement en bas de trip qu'il cherche des trucs sympas auxquels penser pour pouvoir te remonter un peu. C'est ça. Et c'est ça ton besoin. En fait, il faut voir le besoin derrière. C'est ça que je dis ça. C'est que en fait, votre besoin derrière, c'est pas de rappeler votre ex, c'est de penser à vous, de passer des bons moments. Et ça, vous pouvez le faire autrement dans des moyens beaucoup plus sains et qui vont être beaucoup plus prolixes. Mangez du fromage. Je vous promets, ça a le même effet. Exactement. Un bon reblochon ou une bonne raclette. La raclette. Après une raclette, t'as plus besoin de personne. Raclette et Netflix. Voilà, c'est la vie. Voilà. C'est une soirée en amoureux, ça. Alors, comment vous... Oh mince, excuse-moi, j'ai fait tomber le téléphone. Attends, hop, ramasser. Comment... T'es toujours là? Oui, ah, c'est bon. Comment avez-vous réussi à vous relancer dans l'aventure mariage? Les blessures une fois cicatrisées, pourquoi repartir dans le mariage? Est-ce une fin en soi? Je te laisse répondre en premier, Milly. Comment j'ai réussi? Franchement, encore une fois, j'ai eu deux expériences différentes, mais quand même, bizarrement, c'est le premier, on va dire, m'a plus traumatisé que le deuxième. Merci. Mais je me suis mariée plus rapidement après la première fois. C'est-à-dire que la deuxième fois que j'ai divorcé, je suis restée célibataire quelques années après, alors que la première fois, c'était quelques mois. Et comment j'ai réussi à me relancer dans l'aventure mariage? Franchement, j'avais déjà fait mon deuil en fait. Je pense que l'ambiguïté, les 3 mois qu'on passe avec l'ex, moi personnellement, ça m'a vacciné. J'ai eu le temps de pleurer, de regarder le mur pendant quelques heures, etc., de faire le bilan. Donc une fois que c'était fini quoi. Je n'irai pas jusqu'à dire que mes blessures étaient cicatrisées, parce que voilà, c'est pas non plus un truc, je pense, ça prend du temps. Mais franchement, c'est la bonne opinion. Voilà, je pense que vous l'avez compris, je suis musulmane. Mais moi, c'est la bonne opinion d'Anna. En fait, je me suis dit, voilà, puisque Anna, il nous a dit du mariage, qu'est-ce qu'on peut en attendre réellement? Parce qu'il y a d'un côté ce qu'on vit, en fait, les épreuves qu'on a et les hommes avec un petit H. Et de l'autre, ce que Anna, il nous promet du mariage, vous serez une couverture, enfin, je traduis mal, hein, mais vous serez une couverture pour lui, voilà, tu vois, comment dirais-je, le fait qu'on s'apporte mutuellement, on se préserve l'un l'autre, etc., dans les FIBA pour un objectif commun qui est l'au-delà. Donc franchement, moi, c'est ça qui m'a poussé à me remarier les 2 fois. Et puis la petite anecdote, la deuxième fois, quand j'étais en train de me séparer, en fait, c'est pas mal là, je me rappelle, j'étais en voiture et je passais en face d'un carrefour, il faisait nuit, je regardais le ciel et tout, et je me suis dit, je sais que je vais me remarier. Tu sais, mais c'était un truc comme moi, ça. La conviction. Ouais, j'en étais sûre en fait. Dans combien de temps, j'en sais rien, tu vois, mais je le savais. Et franchement, j'ai repensé souvent à ça. Je sais pas, tu sais quand au fond de toi, qu'il y a quelque chose qui t'attend de mieux en fait. Et en fait, c'est Alhamdulillah, c'est un bac qui nous met quelque chose dans le cœur, tu vois. Et en fait, faut se permettre de l'écouter en fait, cette intuition-là. c'est exactement ça. Moi, personnellement, c'est ça qui a fait que, voilà, en fait, j'ai mis mes expériences négatives, c'est des expériences négatives, mais c'est pas la fin en soi du mariage, quoi. Faut pas confondre les deux. C'est ça. C'est pas, il faut distinguer le fait, c'est pas comme si parce qu'on se remariait après 1 ou 2 échecs ou 3 échecs ou X échecs que ça veut dire qu'on court après ça. Ça veut juste dire que c'est arrivé quoi. C'est pas moi, c'est le destin. Enfin,
Ouais. C'est pas, c'est vrai que c'est bizarre cette idée-là des gens qui croient que quand tu te remaries après un divorce ou deux divorces ou plus, c'est parce que tu veux absolument être marié. Mais non, c'est c'est pas ça. C'est peut-être qu'on court Mais j'ai après. envie de te dire, mais Ces excuse-moi, projections, Erika, elles j'ai sont envie de graves. te Hein. dire. Mhm. Non, mais en plus, j'ai envie de te dire, Erika, parce que Mhm. certes, bon, il y a entre guillemets, je vais me permettre d'être un petit peu familière puisqu'on est chez toi. C'est clair, il y a des excités du mariage. Et là, ça veut dire que tu prends le premier qui vient Oui, et tout, t'es en mode, tu cherches pas c'est quelqu'un, vrai. tu cherches à te marier en fait. Mhm. Ok, d'accord. Mais je suis désolée, c'est un besoin que tout à chacun a de vivre avec, quand on est des femmes, avec un homme et vice-versa en fait. C'est Ouais, normal. Ça ouais. fait partie de la De nature nature. saine, tu vois, de la fitra et tout. Mhm. Il n'y a pas de honte à vouloir À se vouloir se remarier, à marier. vouloir se Mhm. marier. Et j'ai envie de vous dire, vaut mieux se marier 2, 3, 4, même 5 que de faire excuse-moi, de faire de la fornication. Ouais, C'est à un moment on est donné, le d'accord. mariage, c'est se préserver. On est tous pareils, on a tous des besoins, c'est normal, c'est naturel. Et franchement, je préfère, parce que souvent, tu sais, quand je discute avec des sœurs qui vont se marier, et je vois qu'elles sont elles sont à fond et tout, et franchement, je me permets de leur dire, vous savez, le mariage, c'est, même si vous, en fait, un échec, moi je pense à un échec, c'est quand tu vas faire des péchés, en fait. Quand tu vas faire, C'est autrement ça, dit, quand tu fais exactement. des trucs qui sont au contraire de tes valeurs. Mhm. Et tu peux très bien ne pas t'être marié et en fait, tu as fait des trucs contraires à tes valeurs parce que, voilà, t'as fréquenté un mariage alors que t'as pas envie, c'est pas ce que tu veux. C'est ça l'échec, en fait. C'est quand tu Exactement. vas au contraire de tes valeurs. C'est pas quand tu t'es marié, t'as fait les choses dans l'ordre et tout, t'as divorcé les choses dans l'ordre. Alhamdoulilah, t'as suivi tes valeurs, Dieu merci. C'est ça, en fait, l'échec, c'est pas ce que nous on voit comme un échec réellement, c'est quand tu t'éloignes de tes valeurs, C'est ça. quand t'es religieux, quand tu t'éloignes de ton digne, c'est ça l'échec en fait. C'est pas, t'as des épreuves ici-bas, t'es malade ou tu divorces, etc. Quand tu loupes et quand tu loupes tes valeurs, là c'est un échec. Et quand tu traverses un divorce, ouais c'est dur, c'est une épreuve, mais non, je suis désolée, si t'as fait les choses dans l'ordre, avec tes valeurs, c'est pas un échec. Complètement. Voilà. En clair, on commet ni péché, ni échec en se remariant. C'est pas le problème. Même si la société, c'est ce qui est, même si la communauté, la société veut nous renvoyer ça, et surtout pour la femme plus que pour l'homme, hein, on va le dire. L'échec, c'est effectivement sortir de ses valeurs et aller dans juste parce que, comme on dit, on voulait assouvir un besoin. Parce qu'on a, et puis souvent, on tombe là-dedans parce qu'on a peur du jugement, tu sais, parce que c'est en cachette, c'est caché, donc je ne Ouais, vois pas. Mais finalement, vous, toute seule, devant votre miroir, quand vous vous retrouvez seule, comment vous vous sentez? C'est plus, encore une fois, c'est le plus important. J'enchaîne. Malika, tu dis, en ce qui me concerne, la culpabilité, c'est envers mes parents. Ils étaient contents que je me marie et je leur ai fait vivre un deuxième divorce dans la famille alors que le premier était traumatisant. Voilà, donc en fait, tu vois, ce dont on parlait, c'est le fait de vivre notre culpabilité, surtout par rapport aux autres. Si c'est pas le mari, c'est la famille ou les amis ou les gens qui sont dehors, ou le boulanger, etc. mais si je peux me permettre en fait de rebondir sur le commentaire que tu viens de lire, Erika. Je comprends ce truc de voilà de vouloir, on veut préserver nos parents, etc. Je suis passée par là. Moi-même, la première fois que j'ai divorcé, j'ai mis plusieurs mois à en parler à mes parents parce que, Mhm. pareil, comme ça, au niveau émotionnel, je savais pas comment aborder le truc. Mais en fait, chacun est responsable de ses émotions. C'est-à-dire que si vos parents, ils vont pas avoir mal au cœur à cause de vous. Ils vont avoir mal au cœur parce que Vous ils ont de souffrez, l'empathie avec vous exactement. ou parce que voilà, vous avez une épreuve, mais c'est pas de votre faute en fait. C'est les circonstances qui déplaisent, c'est pas vous. Et ça, je pense, on va dire ouais, tu joues sur les mots, mais les mots c'est important. Complètement. D'accord. Merci Malika pour le mug. D'ailleurs, bientôt il sera en vente sur le site. Petite pub, hein. J'ai vu le petit commentaire. Moi aussi, je l'aime beaucoup mon mug. Je l'ai fait avec amour. Je vais le mettre en vente et d'ailleurs, il y en avait un qui était à gagner il n'y a pas longtemps. Ensuite, nous avons. Merci pour les réponses, il n'y a pas de souci. Bonjour à toutes celles qui sont arrivées entre temps. Excusez-moi, machallah, il y a plein de gens qui sont arrivés. Je descends, je descends. Oui, mais en divorçant. Alors, c'est Hanan. Oui, mais en divorçant, est-ce qu'on n'enclenche pas une chaîne de divorce qui se répandra chez nos enfants? Oh là là, la maladie. Tu vois comme quoi mon titre, il était judicieux. Est-ce que c'est contagieux? Dites-moi, docteur, est-ce que c'est contagieux? En fait, si vous voulez, je vais tourner les choses différemment. Est-ce que si vous restez marié dans une famille où il y a de la violence psychologique, de la violence physique, vous n'allez pas enchaîner une génération d'enfants qui vont être eux-mêmes violents, qui vont vivre dans la violence, qui vont accepter la violence, qui vont accepter que le mariage c'est une fatalité, que c'est quelque chose qu'on subit. En fait, voilà, je réponds aux questions par une autre question parce que, bienvenue, je suis psychologue. Mais voilà, au-delà du cynisme, mais absolument pas en fait.
voilà, quand on arrive au divorce, c'est que il y a pardon, quand on arrive à divorcer, c'est qu'il y a des choses qui vont pas dans le mariage en fait. Et moi je dirais que au contraire, on essaye de préserver. Moi je dirais, le but c'est plutôt de préserver nos enfants d'une vision erronée du mariage qui va pas les épanouir, qui va les faire souffrir, qui va les rendre malheureux. Et souvent je dis, bon moi je me permets jamais de dire aux gens divorce ou reste marié, c'est pas à moi de Non décider plus. ça, Ouais. mais je pense que les enfants souffrent beaucoup plus avec des parents, ça a beaucoup plus d'impact sur avec des parents qui se déchirent qu'avec des parents qui sont bien chacun de leur côté. Exactement. Et moi, je le vis, donc je peux en témoigner. Et en plus, je trouve que ce qui est vraiment important, ce que je dis souvent aux femmes qui ont des enfants, qui se cachent justement derrière l'excuse, mes enfants, qui pensent que je veux qu'ils vivent un mariage heureux, alors qu'ils voient leurs parents se déchirer, etc., qu'ils ne dorment plus dans la même chambre, qui se font la guerre, qui se parlent plus, qui s'insultent, voire pire, qui vont en viennent à la violence, on va dire. Euh, c'est en fait réconcilier le mot mariage avec le mot amour. Déjà que le mot amour, il y a tabou dans plein de familles, mais encore pire quand ils croient que... Voilà l'image qu'ils vont garder du mariage. Et ça me fait penser à une sœur que j'ai rencontrée ce week-end, là, qui a acheté mon livre ce week-end, et qui me disait que son mari, il voulait pas qu'elle divorce. Il lui a dit non, on divorcera pas, malgré le fait qu'il était violent, qu'il harcelait, qu'il était violent psychologiquement et physiquement. Et il lui a dit non, on divorcera pas. Pourquoi? Parce que ma mère est restée mariée avec mon père. Ce qui signifie que comme ma mère, elle a subi mon père, tu vois, mais toi, tu dois me subir. C'est parce que c'est ça le mariage. Alors, tu vois, alors pour que vous compreniez, donc comme tu disais, Émilie, c'est en gros ce que disait Émilie, en fait, que voilà la projection que lui, il a eu du mariage. Vous voyez? Donc, lui, le mariage, c'est synonyme de ça. En gros, la femme subit, l'homme, il abuse du mariage, la femme, elle subit. Alors que quand si vous montrez à vos enfants que le mariage, c'est pas ça, le mariage, c'est un couple, ma mère avec heureuse dans un mariage avec quelqu'un qui est mon père ou pas mon père, mais en tout cas, voilà, c'est quoi le mariage. Ils vont se projeter en se disant, moi j'ai grandi avec un couple épanoui qui s'aimait et heureux, et je veux reproduire ce schéma-là, idéalement en étant avec moi, ma femme, ou moi et mon mari et nos enfants. Voilà. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Émilie. Ouais, complètement. Mais franchement, c'est tellement triste en fait de... Parce que, est-ce que souvent, entre guillemets, les vieux, bon, je grossis le trait, hein, mais voilà, avec tout le respect que j'ai pour les seniors, là, les jeunes, entre guillemets, oui, les jeunes divorcent, les jeunes... Mais en fait, c'est-à-dire que vous, en ayant transmis une vision comme ça, excusez-moi, erronée du mariage qui n'a rien à voir avec c'est à cause de vous, voilà. Quelle est votre responsabilité en fait? Je suis complètement d'accord. Parce que du coup, ça donne des enfants, je suis désolée, qui ne sont pas équilibrés au niveau émotionnel, des hommes, des femmes qui n'arrivent pas à se gérer au niveau émotionnel, qui ne sont pas autonomes, qui ont un problème avec la gestion des émotions, et c'est ça qui crée les catastrophes. Complètement, En fait. c'est ça. Pour les dernières générations, les gens, peut-être qu'ils culpabilisent de dire, oui, nos parents, ils ont Ils patientaient. Nos parents, ils patientaient. Voilà. Mais excusez-moi, mais c'est pas ça c'est pas la patience. C'est parce que si c'est pas un bon comportement qui en ressort, comment on peut appeler ça de la patience? De banaliser, de normaliser de la violence psychologique, de la violence physique, comme tu dis, des insultes, des rabaissements. Mais en fait, excusez-moi, quel est le rapport avec l'islam en fait? Je ne le vois pas. Complètement. Et donc nous, c'est à nous, au contraire, alors du coup, je suis descendue, j'ai plus ton prénom, je crois que c'est Hanan, c'est à nous de casser cette chaîne, justement. C'est à nous de casser cette chaîne-là. Et non, c'est pas contagieux le divorce. Tu vois, et j'ai envie de te dire encore une fois, on va le répéter, le divorce, c'est pas un échec. Et au contraire, montrer à ses enfants qu'on peut mettre fin à une relation en toute sérénité si elle n'est pas convenable, si elle ne convient plus ni à l'un ni à l'autre, même qu'il y a un seul des deux, mais qu'elle n'est plus convenable et qu'elle n'engendre que du mal, on peut réussir à dépasser ça avec intelligence et empathie et pouvoir reconstruire une relation avec le père de l'enfant saine. Et ça, les enfants, ils en sont reconnaissants, je te l'assure. Je te l'assure. Je te l'assure. Ensuite, Aïcha, elle dit, lorsque tu es dans la tempête, c'est difficile de croire que l'on peut se remettre de cette épreuve et c'est formidable de voir que vous avez tourné la page. Encore une fois, j'avoue, moi je suis comme Émilie, ça veut dire, j'ai pas eu l'impression que c'était dur de tourner la page. Peut-être le premier, mais je crois que c'est parce qu'on était jeunes, je pense, tu vois, parce qu'on était encore pleine d'idéaux, etc. Et peut-être on a mis beaucoup d'espoir, etc. Et puis il y a un manque de maturité aussi, donc forcément tu te prends ça dans la figure, t'es pas préparé, quoi. Mais moi non plus, j'ai jamais eu de mal, moi, même avant, avant d'être musulmane, dans les relations que j'avais, j'ai jamais eu du mal à me dire, certes, tu fais tout pour que ça se termine pas, mais une fois que c'est fini, moi je tourne la page comme un livre, quoi. C'est peut-être le fait d'être des lectrices, hein. On sait que quand le livre est terminé, bah, tu passes à un autre livre. C'est horrible de dire ça, mais... alors peut-être à ma décharge, et pour d'autres qui ne sont pas comme ça, moi je n'ai pas toujours été comme ça. D'accord. Ah, moi j'ai toujours été comme ça, c'est horrible. Non, pour te dire mon rapport à la séparation, je me rappelle très bien en CE1, quand j'ai perdu ma copine. J'ai pleuré pendant des après-midi et des après-midi.
Je n'ai pas du tout tourné la page. Elle s'appelait Gaëlle Duvernois. Si tu es là, Gaëlle, si tu... Je lui parlais pas après. Je tournais tout à pas fait. la page. Gaëlle, si tu es dans le coin, manifeste-toi. Oh mon Dieu, c'est vrai. Alors je sais pas pourquoi je suis comme ça, c'est très camerounais alors. Nous on est très froide ou on a des cœurs de pierre, je sais pas. C'était très culturel. Ma mère elle est comme ça et je crois que ma soeur aussi elle est comme ça. On m'a souvent dit que j'étais dure, mais je pense pas être dure, juste voilà quoi. J'ai des cases et je mets les Non, gens. c'est pragmatique, je pense. Ouais, C'est fini, c'est c'est fini. fini, voilà, Ça exactement. arrive. Pourtant j'ai un cœur. Hein. Ensuite, Non, non, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est certainement culturel. Hein. C'est vrai que, machallah, vous les Africaines, vous êtes pragmatiques. ouais, c'est Je me vrai, tu rappelle. retrouves ça? Ouais, alhamdoulilah. Bon bah. C'est dans votre culture. Hasna, alors échec, ce qui va à l'encontre de nos valeurs. Merci Émilie de m'avoir éclairé sur ce point, ça m'a redonné le sourire. Bon, tu as toujours le sourire, Hasna, de toute façon. Machallah. Donc Hanan a compris. Book a Smile, j'ai lu un article récemment sur la nostalgie après une rupture qui expliquait que cette nostalgie des bons moments est utile parce qu'elle nous révèle ce qu'on aime avoir dans une relation. Oui. Alors c'est utile si tu l'élabores correctement. Oui, Ouais. effectivement, si tu prends ce que tu veux garder, oui, c'est utile. Par Alors, contre, si ça te pousse à rappeler ton ex, là, non, c'est là, pas non, utile. non, c'est pas bon. Mais effectivement, et j'en parle Book of Smile là, dans mon livre, je dis en fait que justement quand ça arrive, de noter en fait, je dis, de noter toutes les choses que ce mariage vous a apporté de positif, et sur vous, et sur la notion de l'amour en général, sur la notion du mariage, parce que justement, je dis bien que dans toute relation, on a pu tirer quelque chose de positif, certes de négatif, mais de positif aussi. Donc, quand on a ce moment de nostalgie-là, c'est bien de noter, voilà, d'aller, comme elle disait Émilie, plus loin dans juste dire oh, je suis. Vous savez, c'est comme. Comment expliquer ça? C'est comme le soir, là, c'est quand quand on va se coucher et qu'on a envie de manger un truc sucré. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit, je mangerais bien un petit truc sucré. Mais pourquoi je veux du sucré? Voilà. Mais on ne se pose jamais cette question-là, parce que si on se la posait, eh ben, on irait moins taper dans le Nutella ou dans les gâteaux. Avant de, tu vois, on se dirait, pourquoi Ah, peut-être parce que j'ai envie d'avoir un câlin, c'est ce qu'elle disait d'ailleurs Sylvie. Parce que j'ai besoin d'être un peu réconfortée, parce que ça me fait du bien, parce que voilà, j'ai besoin voilà, de douceur, voilà. Et quand vous êtes ces moments de nostalgie-là, vous avez envie d'appeler votre ex, et bah, dites-vous pourquoi j'ai envie de l'appeler. Pourquoi j'ai envie d'avoir, comme j'ai dit dans mon livre, est-ce que j'ai envie juste de parler parce que j'ai envie d'entendre une voix masculine, une voix qui, en mode, j'ai envie d'être draguée, entre guillemets, hein, enfin, clairement, c'est ça, d'être courtisée, d'être, voilà, parce que ça manque aussi quand on a été avec avec un homme pendant des années, bah, tu veux te sentir une femme, voilà, c'est ça. Ressentir de nouveau femme, et ça manque beaucoup quand on divorce. Je crois que c'est la chose qui manque le plus, c'est de se sentir une femme, d'être désirée, quand quelqu'un te trouve jolie, même si vous ne trouvez pas jolie pendant un mariage, mais comme c'est le seul homme à portée de main, bah hop, c'est lui qu'on appelle. Parce que souvent c'est ça en fait. Réfléchissez bien, mais souvent c'est ça. Ensuite, Jinène, le divorce est aussi un exemple pour ses enfants. En effet, on montre à nos enfants que la vie c'est l'épanouissement et quand ça ne va pas, on arrête. Existe la génération d'avaleurs de couleuvres, trop bien, trop bien dit. Exactement, Jinène. Aurélie ou Missa, oui, cette patience c'est horrible. Comme on essaie de nous faire culpabiliser avec ça. Ah oui, ça, combien de fois les filles elles le disent mes parents, ma mère me dit de patienter, ma mère me dit de patienter. Ah, c'est horrible. Mais en plus, on te dit de patienter, mais on te donne aucun conseil pour comment C'est ça, comment en fait. patienter. Ouais. C'est le truc ça te fait bugger le cerveau parce que encore si on te disait ah ben essayez cette posture là, ok, vous en êtes tout. Franchement, moi j'aurais aimé qu'on me conseille pour quand j'étais mariée de me dire comment patienter efficacement. Qu'on te dit c'est comment tu fais pour t'accommoder de quelqu'un, les différentes phases du mariage. Bon d'ailleurs je travaille sur un projet par rapport à ça. J'ai déjà c'est pas prévu mais si vous cherchez à vous marier, il y a un compte Instagram qui s'appelle Choisir sa moitié et j'ai fait un e-book avec plus de 200 questions sur oui, tu m'as envoyé à votre futur conjoint. Ouais. Et ouais, voilà. Donc pourquoi j'en étais arrivée à dire ça? Voilà. Et je suis en train de travailler aussi. Bon, je prévois ça pour la fin de l'année plutôt. Tu vois des petits cours comme ça sur comment tu choisis l'autre, comment tu t'adaptes à l'autre. Tu vois, c'est franchement moi personnellement les choses que j'aurais aimé qu'on me dise. Oui, à l'époque. Avant de me marier. Pour essayer de comprendre la relation en fait, parce que même comment tu te maries tes 3 premiers mois de mariage, c'est pas ta 3e année de mariage, tu vois ce que je veux dire, ça évolue en fait. Et des fois, tu sais pas comment te positionner sur cette évolution-là, tu crois que c'est parce que ça va pas, ou parce qu'il y a une crise, tu crois que c'est la fin, tu vois, tu t'interprètes pas les choses à bon escient, et du coup, tu n'as pas ce matériel pour patienter justement, parce qu'il y a des épreuves en couple sur lesquelles, bien sûr, on peut patienter, il y a des clés pour patienter, et il y en a d'autres, après, c'est chacun ses limites, sur lesquelles c'est pas possible de patienter. Complètement.
Oh là, je crois qu'il y a des Algériens qui nous ont quittés. J'ai vu une descente d'un coup. Je pense que le match a dû commencer là. Bref, Aïcha, bah tiens, Ah oui. tu vois, Aïcha nous donne un petit conseil de livre. Elle recommande le livre Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Ah, Et ça ça dépend. revient complètement sur ce que dont Émilie parle. Et surtout, ça revient sur un podcast que tu avais fait déjà, que je sais plus le titre, attends, ça va me revenir. Ah là là, ça, je sais plus c'était dans lequel tu abordais ça. Assez sommairement, mais tu en parles un peu et c'était... Je sais plus. je sais plus c'était lequel. De toute façon, écoutez tous ces podcasts, ils sont extrêmement bien faits et ils sont très efficaces. Mais elle en parle dans un de ses podcasts. À vous de trouver lequel. Bismillah. Alors, Hasna, alors du coup, faut-il éviter de se marier jeune suite au manque de maturité? Alors, Émilie, d'après toi. Mon avis, c'est qu'il faut se marier jeune, il faut grandir ensemble. Personnellement, moi, je suis maman. Mon fils, dès que je sens qu'il a besoin de se marier, je vais le marier. C'est parce que j'ai pas envie qu'il tombe dans des trucs qui sont Exactement, contraires à je suis ses d'accord valeurs, avec toi. etc. Ouais, Et ouais, qu'il se développe dans une estime de lui qui est complètement négative. d'accord. Non, faut se marier jeune. Il faut que nous, en tant que parents, on puisse Bien les accompagner préparer. en tant que tante, voilà, les accompagner, leur donner des conseils, etc., sans juger, etc. Et les accompagner, qu'ils puissent en fait évoluer ensemble et grandir dans le mariage. Mm. Et surtout parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou, qu'il y ait de la communication entre nous et nos enfants. Inch'Allah. Vienne dans ta chambre. Ensuite, Salam alaikum, j'ai reçu je suis contente, Saboun. Tu me diras vite ce que tu en as pensé, Inch'Allah. Ensuite, Kiki, pareil, je suis comme toi, Rika, aucun problème, tournez la page, next. Exactement. Gesmo, comment faire la différence entre le souci du quotidien et les problèmes qui mènent au divorce? Alors ça, je te laisse répondre, Émilie. Les soucis du quotidien, c'est en fait, si vous voulez, il y a des souvent, je vais répondre en donnant un exemple, mais quand on me questionne par rapport à comment tu choisis ton conjoint, si tu veux, tu as des trucs, tu as des défauts sur lesquels tu sais que tu peux patienter, tu as des défauts pour lesquels c'est des défauts, et tu as des trucs pour lesquels c'est des no-way, en fait. Et les soucis du quotidien, c'est les trucs sur lesquels tu peux patienter. Je dis n'importe quoi, ton mari met ses chaussettes par terre, ton mari, quand elle rentre du boulot, il lui faut 10 minutes pour décompresser avant de te parler, toi tu le prends un peu mal, mais après bon, tu te dis voilà, je peux patienter, il a besoin de temps. Enfin, tu vois, c'est tous les trucs comme ça sur lesquels tu peux relativiser, communiquer, etc. Les problèmes qui mènent au divorce, la violence, le manque de respect, des trucs qui sont, en fait, c'est quelqu'un qui vous renie en tant que personne, qui vous respecte pas, etc. Un comportement, plutôt pas quelqu'un, c'est un comportement qui mène au divorce. Voilà, une relation où tu te sens plus mourir que t'épanouir. Même si des fois, tu t'épanouis pas forcément tout de suite, mais en tout cas, tu ne te sens pas, comment dire ça, pas annihilé. Voilà, c'est ça. Parce que plus mal, si, il y a des moments où on se sent pas très bien, parce que forcément, il y a des hauts et des bas, comme dans la vie, comme dans la foi, comme en amitié, mais voilà, c'est plus voilà, annihilé en tant que personne dans ton couple. Ouais. Encore une fois, on ne fait pas l'apologie du divorce. Oui, complètement. Et puis dans les soucis du quotidien, tu sais, tu as cette volonté tu sens que l'autre, même s'il ne le dit pas, il essaye de changer aussi. Exactement, de faire des efforts. Ça permet de patienter aussi. Ouais, complètement. Aurélie Mouaïssa, finalement, le divorce permet de mieux se connaître, indiscutablement. Indiscutablement. Toutes les épreuves de façon générale. C'est pour ça que ce qui est beaucoup revenu, et ça me touche énormément, parce que c'est Émilie qui l'avait dit la première dans la préface, c'est qu'en fait, c'est ce que d'autres personnes qui ont le livre m'ont envoyé en privé, c'est que pour elle, il y a des filles qui n'ont pas divorcé qui l'ont acheté. Il sert aussi pour toutes sortes d'épreuves dans le sens où, pour elle, elle me disait que c'est des conseils qui peuvent servir quand on a une baisse de foi et qu'on sait plus, on n'a plus de solution, on se sent un peu piégé, qu'on ne sait plus comment avancer face à une épreuve qui nous touche. Donc, oui, alhamdoulilah, je pense que oui, ça peut... De ce côté-là, oui, ça peut aider. À Marie pour garder la ligne. Oui, c'est vrai que ça peut être une bonne source de motivation, même si moi, ça marche pas trop. Aurélie, moi, on a plus la tête dans le guidon, ça permet de prendre du recul sur sa propre personne et non plus juste le couple. C'est-à-dire, on a plus la tête dans le guidon, on n'a plus la tête dans le guidon, ça permet de prendre du recul sur sa propre personne et non plus juste le couple. De divorcer? Ce que je veux dire, c'est quand tu divorces, tu es en mode, tu penses à l'autre, tu penses au couple, mais tu t'es un petit peu oublié en tant que personne, tu vois. D'accord, ok. Oui, c'est vrai. Ouais. Hanen, pour la majorité, patienter, c'est accepter tout simplement. Oui, beaucoup, c'est ça. Beaucoup, patienter, ça veut dire se taire et subir. Mais en fait, tu sais, accepter, excusez-moi, je vais faire la relou, mais subir, c'est pas accepter, en fait. Hein. Parce que si dans ton cœur, tu ne sens pas, tu commences à développer un cancer, des migraines, ton corps, il parle, c'est que tu n'acceptes pas du tout, en fait, c'est que tu es en train de subir, tu vois. Ouais, complètement.
Erika, organises-tu toujours des ateliers sur le divorce? Ouais, bah comme j'ai dit au début, en fait, là, j'avais mis en suspens parce que je finalisais le livre, etc. Et d'autres choses que je fais. Mais oui, là, je compte en faire un à la rentrée, Inch'Allah, parce que là, en août, tout l'été va être très, très, très intense. Pourquoi? Parce que, tiens, je vais vous l'annoncer direct en exclusivité mondiale. Euh, en fait, je voulais faire une inauguration pour le lancement du livre, mais je voulais pas faire un truc un peu bobo, machin, autour de petits fours et d'une pièce montée. Ça me saoulait de faire ça. Je voulais faire un truc qui ressemble beaucoup à l'esprit du livre, c'est-à-dire un truc qui soit autour de la sororité et du soutien, etc. Donc, ce que je vais faire, et parce qu'aussi beaucoup m'ont demandé, comme entre autres toi, Aïcha, qui faisait partie de mon club de lecture du départ avec les Chrysalides, je vais remettre le club de lecture des Chrysalides, qui va donc s'appeler le club de lecture iconique aujourd'hui. Et à l'occasion, bah, ça sera l'occasion pour moi d'échanger sur le livre avec vous. Du coup, je vais vous inviter. La date, je vais la mettre sur mon Insta, courant du mois de juillet, donc ce sera sûrement à la fin du mois de juillet, au plus tard début août, mais je pense que ce sera fin juillet, un grand pique-nique sur Paris, donc pour pour les franciliennes, hein, malheureusement, si jamais les, euh, les filles qui sont en province sont de passage, marhaban. Donc un grand pique-nique dans Paris, sûrement au bois de Vincennes, qui est l'un des parcs que je préfère, pour qu'on puisse échanger autour du livre et faire un petit club de lecture sur le livre C'est un divorce, pas un cancer. Donc je vous communiquerai la date. Je suis hyper pressée de rencontrer toutes celles qui pourront venir, toutes celles qui ont lu le livre. Et puis il y a un truc qui se passe, ça sera une sorte d'atelier, c'est pour ça que je réponds par cette réponse-là, Isha. Parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve... Écoutez, je vais vous raconter une histoire pour terminer, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je suis juste partie faire du shopping, enfin, je suis partie chez Mister Last Weekend samedi, et j'avais rendez-vous avec Virginie, qui est dans le coin, là, pour lui remettre son bouquin. J'en avais quelques-uns qui étaient là avec moi. Et donc, j'ai écrit sa petite dédicace. Et pendant que je me fais la dédicace, c'est une fille qui feuilletait un livre qui traînait. Et là, tout d'un coup, des filles qui se changeaient, qui s'habillaient, qui regardaient. Ah bon, sur le divorce, attends, mais moi aussi, mais moi aussi, moi aussi. Et tout d'un coup, il s'est passé, là, comme ça, 10 filles, non, 6 ou 7 filles, comme ça, qui est en train. On s'est mis à parler de ça, parce qu'on est passé par là, parce qu'on. Il y en a une qui venait d'en sortir, une, ça faisait 10 ans qu'elle était sortie, une autre, elle l'envisageait, etc., etc. Et à parler du bouquin, à feuilleter, à machin, à dire ah oui, mais c'est trop moi, mais machin, et à discuter. Et c'était trop beau parce que elle disait c'est la première fois que je peux parler comme ça avec des filles de ce que je vis. En fait, chacune était isolée dans son coin. Et en fait, d'être juste là, tout ensemble, dans un magasin à faire le shopping et de voir ce thème-là était abordé parce qu'il n'avait jamais été abordé, et ben tout d'un coup, ça nous a liés et ça a créé un truc. Et ben on est toutes reparties avec le numéro de tout le monde. Et voilà, c'est des moments magiques, comme pour les ateliers. Je sais pas si Malika elle est encore là, mais c'est ce qui se passe dans les ateliers, c'est super magique. C'est des connexions qui se font parce on a vécu la même chose, quoi. Et c'est extraordinaire. Donc c'est pour ça que je vais faire ce pique-nique. Et Inch'Allah, j'ai hâte de vous rencontrer. Voilà, j'ai hâte. Mais il n'y a plus de questions. Je ne sais pas si tu veux faire une conclusion. La vidéo, je l'ai enregistrée. Donc je vais la donner à Emilie, elle aussi, elle pourra la redistribuer. Elle se termine dans 30 secondes, parce que c'est une limite d'une heure. Puis on a parlé super longtemps, mais c'était super enrichissant et agréable. Ah ouais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer. Si on peut, on essaiera de refaire ça. Il n'y aura pas de souci, parce que on sait que c'est un sujet qui est très important. Si vous voulez qu'on approche un aspect particulier, n'hésitez pas à nous le dire, à nous le remonter, et on essaiera d'organiser ça pour vraiment parler. Je vois, Hassan, tu as parlé beaucoup du manque par rapport à la sexualité, par rapport à la compagnie des hommes. Inch'Allah, on essaiera de revenir sur ça, t'inquiète pas. Et les autres aussi, oui, c'est passé vite, machallah.